effectivement les attentes clients n'ont jamais été aussi fortes parce que drivées par des sites qui mettent la barre assez haut finalement. On a pris un peu l'exemple de Uber volontairement puisque à Paris ça a été l'objet des news récentes. On vous a dit aussi qu'il faut, pour répondre à ces attentes, bien connaître les comportements, bien analyser les comportements clients, mettre au centre le client, mais ça c'est pas nouveau. Les éditeurs de CRM l'ont fait bien avant nous. Par contre, quand on est sur le digital, mettre le client au centre, quand on est en multicanal, en multi-pays, multi-device, avec des volumes de données qui n'ont aucun rapport avec celles dont on avait l'habitude quand on faisait du CRM de clients identifiés, logués, ça génère quelques défis. J'en ai choisi 7. C'est des défis qui nous sont remontés lors de nos échanges avec nos partenaires, nos clients, et qui sont remontés sur des études récentes que je vais vous montrer maintenant. Alors, ces clients qui nous parlent, on en a beaucoup, que ce soit chez côté Olerian ou côté Qubit. On a 2500 clients qui collectent de la donnée à travers Qubit et à travers notre outil de tag management. On en a 200 qui utilisent des plateformes de perso et d'analyse du comportement client, et on en a une vingtaine en France. Donc c'est ces clients pour lesquels on fait des tests et qui nous remontent tous ces défis dont on va vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants aujourd'hui. Alors premier défi majeur que nous remontent tous nos clients, et j'en discutais à l'instant avec l'un d'entre vous, c'est devenu un casse-tête pour les marketeurs, pour les DSI, de choisir les bonnes technos. Il y a une recrudescence de techno pour le marketeur, pour le digital sur les marchés anglo-saxons et même en France. Pour parler de la France, si on veut faire du e-merchandising en France, j'ai identifié à peu près une vingtaine de solutions différentes sur le marché français. Des acteurs locaux, des acteurs anglais. Donc vous retrouvez tout ce mapping de solutions technologiques sur l'étude de Chief Martech, mais c'est un défi majeur de savoir quelle plateforme utiliser. Alors, je vais faire une petite analogie avec le marché des ERP, des CRM. Il y a 25 ans, de la même manière, il y avait beaucoup d'outils pour gérer les achats, la logistique, la gestion client, et maintenant personne ne se pose plus la question, on met tout dans le ERP. Gérer les ressources d'entreprise, c'est dans le ERP. On n'a pas des solutions différentes. On est sur une maturité de marché où il y a encore beaucoup de solutions point à point. Le Forrester nous indique par exemple que les solutions pérennes seront celles qui arriveront à intégrer sur une même plateforme beaucoup de fonctionnalités qui sont importantes pour le directeur marketing et pour analyser le parcours client par exemple. Donc il va y avoir des restructurations. Alors il y a deux techniques pour les éditeurs qui veulent avoir des plateformes larges. Il y a les gros acteurs qui ont plutôt tendance à faire des acquisitions et qui rajoutent des briques qui sont plus ou moins difficiles à intégrer puisque c'est des architectures différentes. Et puis il y a des solutions plus récentes ou plus petites qui bâtissent tout sur une même plateforme et qui rajoutent des fonctionnalités année après année au gré des demandes des clients. Mais voilà, ça je pense que c'est le premier écueil, le premier défi à relever pour vous, c'est de choisir les bonnes technos et Dieu sait s'il y en a. Alors deuxième écueil qu'on relève, c'est il y a tellement de concurrence sur ce marché pour les éditeurs que nous sommes que les ROI annoncés sont surévalués. Il y a une surenchère des ROI. Il n'y a pas longtemps, j'entendais un éditeur prétendre pouvoir faire des uplifts, donc des hausses de taux de conversion de 50 à 100% en modifiant l'ergonomie d'un site. Alors c'est peut-être vrai pour un client qui était à l'âge de pierre, mais c'est plus le cas maintenant. Lorsque nos clients font des tests, modifient des ergonomies, rajoutent du contenu, etc., les uplifts sont plutôt de l'ordre de 3 à 4% en moyenne par année rapportés au trafic global. On parle de ces chiffres-là. On ne parle pas de 30%, on ne parle pas de 40%. Donc, soyez très vigilants sur les ROI, sur votre calcul de ROI lorsque vous choisissez une technologie. Les ROI que nous, on constate, et on en constate beaucoup, puisqu'on fait à peu près en moyenne, pour nos 200 clients qui utilisent l'A/B testing, on fait une dizaine de tests par mois, fois 200 clients, ça veut dire qu'on a des résultats sur 1000 idées à peu près par mois. Et on voit ces résultats, ça s'échelonne entre moins 3 et plus 10, mais pas plus. D'accord ? Donc c'est aussi un challenge. Veillez à bien vérifier tous ces retours sur investissement,
parce qu'il y a des nombreuses technologies qui ont des analyses plutôt simplistes au clic, alors que les modèles A/B testing doivent être éprouvés et solides et être sur des modèles statistiques très, très rigoureux. Donc ça, c'est la deuxième idée sur laquelle il faut être très, très vigilant. Alors, troisième idée, c'est sur l'acquisition de trafic qu'il y a des challenges. Il est de plus en plus coûteux d'acheter du trafic. Et ce qu'on remarque également, c'est que plus on achète du trafic soit non qualifié, soit de visiteurs qui n'ont pas l'intention de toute façon d'acheter, qui n'ont aucune intention. Donc cette équation est très trompeuse, dans le sens où plus on achète du trafic, plus on influe négativement sur le taux de conversion marginal. Donc c'est pas en augmentant le trafic qu'on augmente de façon linéaire le trafic, le chiffre d'affaires. Alors voici une étude qui a été, je crois, faite par le journal du net et Publicis ETO, qui montre un petit peu que les clients considèrent que les pratiques des enseignes sont perçues comme très intrusives. Donc ça, c'est important. On va beaucoup vous parler de collecte de données aujourd'hui. On va vous montrer des exemples de données qu'on peut collecter sur les clients, mais il faut le faire de façon extrêmement prudente parce que les clients considèrent que les marques sont trop intrusives. Alors les raisons de ça, il y en a beaucoup. Comme vous l'avez vu sur le slide précédent, il y a une multiplication des outils de tracking de façon exponentielle là aussi. On est tracé de toutes parts, par des outils de retargeting notamment. Il y a une invasion de la pub sur les sites. On le voit sur YouTube par exemple. Il y a tout ce qui est profiling des réseaux sociaux. Les gens commencent à avoir peur de l'open graph de Facebook par exemple. Donc il y a une certaine peur du big data, une certaine peur des données qu'on peut capturer sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, et finalement, ça se traduit par 78% des Français qui sont irrités par la collecte de données personnelles. Donc on vous parle de la nécessité de collecter de la donnée, certes, mais il faut le faire avec une grande vigilance. C'est pas la collecte qui est la plus gênante de ce qu'on voit, c'est l'utilisation qui en est faite. Alors, autre challenge, le big data, certaines technologies sont basées sur des algorithmes. Ce que nous dit cette étude, c'est que les Français pensent que les algorithmes et les outils de scoring en général sont bien, mais ne semblent pas toujours convaincre. Donc il y a plus de 50% des gens qui ne regardent même pas les suggestions de produits basées sur des algorithmes. Voilà. Les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que ça répond à des impératifs commerciaux aussi. Et donc, il ne faut pas faire de l'algorithme une religion. C'est très important, quand on fait de la donnée client qui serve à injecter, qui est injectée dans ces algorithmes, il faut bien s'assurer que vous allez pouvoir avoir la main sur ces algorithmes, les tuner, les configurer, les équilibrer, ne pas toujours les montrer au bon moment, au bon endroit. Être transparent sur pourquoi cet algorithme fonctionne, pourquoi on recommande ces produits, par exemple. La transparence doit aller de pair avec l'algorithme. Donc ça, c'est aussi une étude, c'est aussi tiré de l'étude JDNet de juin 2015. Donc l'algorithme, c'est bien, mais vos règles métiers, vos intuitions, les retours de vos clients sont aussi des paramètres à prendre en compte lorsque vous décidez d'activer de la donnée, de réaliser des campagnes, de modifier votre site internet, etc. Sixième challenge, on a demandé aux marques, et c'est la question que vous a posée Graham tout à l'heure, est-ce que vous pensez connaître vos clients ? 80% des enseignes ont répondu « oui, je commence à bien connaître mes clients ». Quand on pose la même question à leurs clients, 20% seulement prétendent être compris par les marques. Donc 80% des clients pensent que les retailers ne les comprennent pas. Donc 78%. Pourquoi ils ne les comprennent pas ? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on observe dans les architectures de nos clients qu'il y a encore des silos de données très importants entre les différents, tout au long du processus d'achat. Il y a des silos entre les canaux, il y a des silos entre les devices. Le service client est souvent délaissé, et le service client est encore plus important que l'ergonomie des sites. Donc c'est aussi la raison pour laquelle ils ne se sentent pas compris, réactivité. On remarque qu'il y a beaucoup de gens qui font un focus sur la collecte de données.
et ça c'est la mode du big data, on collecte, mais qui ne font pas de focus sur la manière d'activer la donnée. C'est bien de collecter beaucoup de données. Je ne sais pas pour Olerian, mais Qubit collecte à peu près 200 métriques par clic de souris. On collecte 200 métriques sur ce qu'est en train de faire ou l'intention des gens. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de décollecter ces 200 métriques, c'est de savoir quoi faire et dans quelle situation et à quel moment pour avoir une espèce de merchandising, de conseil très délicat. Il faut être très délicat dans l'activation des données. Parce que sinon, on frustre les gens, comme on a vu sur le slide précédent. Alors, il y a une bonne nouvelle. Je ne veux pas effrayer tout le monde. Il y a une bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on interroge les gens, vos visiteurs, ils sont absolument disposés à partager les infos dès lors qu'ils en tirent un bénéfice direct. Donc, si cette collecte est au service d'un meilleur service client, d'une meilleure réactivité, d'une plus grande transparence, d'une plus grande pertinence. Je pense que le mot pertinent est quelque chose de très important aux yeux des visiteurs. Là, ce big data, cet espionnage, si j'ose le dire ainsi, toutes les données qu'on collecte, que ce soit Olerian ou nous, est très bien perçu. Dès lors qu'il ne sert que des intérêts commerciaux, dès lors que ces données sont transférées à d'autres, et je pense que Olerian est très bien placé pour parler de sécurité de la donnée, de confidentialité de la donnée, puisqu'ils ont un module spécialisé pour ça. Dès lors que cette donnée est chouchoutée, qu'elle est utilisée à bon escient, elle est plutôt bien acceptée, comme le montre ce graphique ici.